J'étais allongé, immobile, sur le vaste lit, les yeux grands ouverts, plongé dans l'obscurité de la chambre de notre maison de la banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord. L'horloge sur la table de nuit clignotait en rouge. 3h17. Le tic-tac de l'horloge semblait rythmer la solitude qui m'entourait. Le vent sifflait doucement par la fente de la fenêtre, comme pour me rappeler le vide à côté de moi. Brienne, mon mari, celui qui, quelques années auparavant, m'avait promis un foyer complet et heureux, avait une fois de plus prétexté travailler tard. Cette fois, il s'agissait d'une réunion d'urgence avec un client important. Une réunion qui avait duré presque jusqu'à l'aube. Une explication familière que j'avais entendue tant de fois que je pouvais réciter chaque ton qu'il utilisait pour masquer la vérité. Je me disais que j'étais probablement trop susceptible. 6 ans de mariage et 3 fausses couches avaient rendu mon esprit plus fragile qu'avant. La pression exercée par moi-même, par la famille de Brian, par le regard scrutateur de ma belle-mère à chaque fête. Quand aurons-nous de bonnes nouvelles, Violette ? Je m'étais habituée à ce sentiment d'espoir et de peur chaque mois en attendant les résultats des tests de grossesse. Une partie de moi gardait encore une certaine foi en Brian, en sa promesse d'essayer d'assurer notre avenir. Mais ce soir-là, le doute frappait plus fort que jamais. J'avais essayé de me calmer en comptant mes respirations, en écoutant de la musique douce, en lisant quelques pages d'un livre, mais rien n'y faisait. La sonnerie d'un message me fit sursauter. Ma main tremblait tandis que je tendais la main vers le téléphone. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais pas voulu regarder, mais un instinct me poussa à parcourir l'écran du doigt. Le message apparut. Ta peau contre la mienne me manque déjà. Vivement demain pour lui dire. Je me figeai. Mes yeux refusaient de croire les mots sur l'écran. Une vague de froid me parcourut l'échine, laissant mon corps entier raide comme la pierre. L'expéditeur était Megan, la responsable des relations publiques qui avait discuté avec moi à la fête de Noël de l'entreprise, qui avait passé un bras autour de mon épaule pour une photo, qui m'avait interrogé sur mes projets d'enfant comme si elle était une sœur attentionnée. J'avais l'impression que quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce. Je me suis redressée, la faible lueur du lampadaire projetant des ombres tachetées sur le mur à travers les rideaux. Notre photo de mariage sur la table de nuit me semblait soudain étrangère. Brian rayonnait dans son smoking et moi, la mariée en blanc, j'avais cru que c'était le plus beau jour de ma vie. 6 ans d'amour, à endurer la douleur de perdre des enfants ensemble, tout cela brisé par un seul message. J'ai fait défiler les messages, les mains tremblantes, parcourant leurs échanges. Messages, photos secrètes, promesses de repartir à zéro ensemble. Tout cela stocké dans le téléphone que j'utilisais pour envoyer un SMS à Brian pour qu'il achète du lait en rentrant. Une partie de moi avait envie de casser le téléphone, de crier, d'exiger des réponses. Mais une autre partie, celle endurcie par tant de déceptions, me tenait immobile. Je savais que si je m'en prenais à moi maintenant, je n'aurais que des larmes et d'autres mensonges. J'ai posé une main sur mon ventre, là où j'avais autrefois espéré porter notre petit enfant. Mais maintenant, il n'y avait que le vide, le froid, l'amertume. Le bruit de la porte qui se déverrouillait résonnait en bas. Brian était rentré. Le bruit de ses chaussures sur le sol, ses pas lourds dans l'escalier. J'ai rapidement verrouillé la moustiquaire, me suis allongée et j'ai fermé les yeux, essayant de calmer ma respiration. Brian ouvrit doucement la porte de la chambre, une étrange odeur d'eau de Cologne mêlée à la fumée de cigarettes persistant autour de lui. Il s'est arrêté près du lit, sa main posée délicatement sur mon épaule. « Tu dors ?» Sa voix était basse, comme s'il avait peur de rompre le silence. Je suis restée immobile, faisant semblant de dormir profondément. Ce soir, je devais rester calme. J'avais besoin d'un plan. Si j'avais enduré des années de chagrin, j'étais assez forte pour affronter cette vérité. Ryan s'est allongé à côté de moi, sa respiration régulière, comme si tout était paisible. Mais pour moi, chaque respiration ne faisait qu'accentuer la douleur. Quand l'horloge sonna 4 heures du matin, je sus que je ne pouvais plus faire semblant. Je me levai doucement, sortis de la pièce, les jambes tremblantes, mais me forçant à bouger. Je m'assis à la table de la cuisine et ouvris l'ordinateur portable qui y était resté depuis l'après-midi. La lampe de bureau projetait une lueur jaune pâle sur l'écran, éclairant mes doigts tremblants.
Je me connectais à la boîte mail de Brian. Le mot de passe. L'anniversaire de sa mère. Quelque chose que j'avais trouvé doux autrefois, maintenant seulement amer. Je commençais à suivre chaque indice. Les mets apparurent. Des réservations de restaurants dans des endroits où nous n'étions jamais allés parce qu'ils étaient trop chers. Des confirmations de réservations d'hôtels de luxe en plein cœur de la ville. Je les ouvris tous, lus chaque ligne. Aucune explication n'était nécessaire. Une photo jointe à une confirmation d'hôtel. Une chambre avec balcon donnant sur la rivière. Des pétales de rose éparpillés sur le lit. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus mal, la trahison ou l'attention que Brian lui avait prodiguée et que je n'avais jamais reçue. Je continuais, remontant les messages stockés dans le cloud que Brian n'avait pas pris la peine de supprimer. Les conversations entre lui et Meghan me donnaient l'impression d'être plongé dans un cauchemar. 2 mois. 2 mois qu'il s'était faufilé dans mon dos. Alors que j'espérais encore, que j'essayais encore de croire que notre famille pouvait être sauvée, un message me fixait. Quand lui diras-tu que je ne veux plus mentir? J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Tu sais combien Violet était faible. Faible. J'avais lutté contre 3 fausses couches. Je l'avais soutenu les nuits où il rentrait ivre à la maison après des échecs professionnels. J'avais supporté que sa mère me rabaisse parce que je ne lui avais pas donné de petit enfant. Si c'était de la faiblesse, je me demandais quelle force il attendait de moi. J'ai laissé l'ordinateur portable, le cœur lourd. Debout, j'ai jeté un coup d'œil au salon, tout me semblait étrange maintenant. La photo de mariage sur l'étagère où Brian l'avait jadis soigneusement placée pour que les visiteurs la voient, ne faisait que m'étouffer de chagrin. 6 ans passés ensemble, de jeunes amoureux impatients de construire un avenir, maintenant seulement 2 acteurs dans une pièce qui approchait de sa scène finale. Le lendemain matin, Brian était comme d'habitude. Il m'embrassa légèrement sur la joue. Et me demanda des nouvelles de ma santé avec une telle tendresse que, si je n'avais pas su la vérité, j'aurais peut-être ressenti de la chaleur. Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous important avec un client qui risquait de se prolonger. J'ai hoché la tête, cachant tout en moi. Une partie de moi avait envie de hurler pour le confronter, mais mon esprit m'en empêchait. J'avais besoin de plus de temps. Je devais être sûr de détenir toute la vérité avant de l'affronter. À midi, j'ai commencé à ranger le petit bureau de la maison. La pièce que Brian utilisait rarement, encombrée de papiers et de factures. Alors que je rassemblais de vieux papiers dans une boîte, un reçu d'hôtel plié en a glissé. Le papier était délavé, mais l'écriture était claire. La date correspondait au jour où Brian avait annoncé un voyage d'affaires urgent, le jour où j'étais à l'hôpital après ma 3e fausse couche. J'avais l'impression que mon cœur était brisé. Alors, pendant que j'étais allongé entre les murs blancs d'un hôpital, il était avec elle dans cette chambre d'hôtel de luxe. Je me suis effondré au sol, le reçu toujours à la main, les larmes ne coulant plus. La douleur avait laissé place à une clarté terrifiante. Toute illusion d'un mari fidèle, d'un mariage qui pouvait être sauvé, s'était envolée en quelques heures. J'ai rangé le papier dans le tiroir, parmi d'autres documents importants. Mon regard s'est arrêté sur l'alliance qui traînait au milieu de la pile de papier. Brian l'avait enlevée une fois en réparant quelque chose à la maison et avait oublié de la remettre. Même le symbole de son vœu de toujours était si facile à oublier pour lui. Je suis resté éveillé, réfléchissant à ce que j'allais faire ensuite. Car à ce stade, je ne pouvais plus rester la femme qui endurait en silence. Je devais planifier soigneusement pour moi-même et pour tout ce que j'avais sacrifié. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain. La lumière blanche éclairait mon visage pâle. Les cernes sous mes yeux trahissaient d'innombrables nuits blanches. Mes lèvres étaient sèches, mes épaules nettement plus fines. Mais je ne me suis pas attardé sur ces signes d'épuisement. Mon regard s'est posé sur la main que j'avais posée délicatement sur mon ventre. 6 semaines. Exactement 6 semaines depuis la nuit qui a changé ma vie à jamais. Cette nuit-là, une pluie battante est tombée. Le tonnerre zébrait le ciel de Caroline du Nord. Brian était en voyage d'affaires à Atlanta. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Ce jour-là, je venais d'apprendre que j'avais encore perdu le bébé. Les doubles lignes du test de grossesse s'étaient estompées avec le temps,
une fois de plus, étouffant l'espoir que je commençais à peine à ressentir. J'étais restée assise des heures dans la cuisine, une bouteille de vin ouverte, mais intacte, à la contempler comme si j'attendais du courage de ce liquide rouge foncé. La sonnette retentit au milieu de l'orage. Je ne pensais pas que quelqu'un passerait à cette heure-là. En ouvrant, j'ai vu Jason, le frère cadet de Brian, qui, au fil des ans, avait gardé juste assez de distance avec moi par politesse, assez pour ne pas contrarier Brian. Ses cheveux étaient trempés, sa chemise lui collait au corps, ses bras tenaient une mallette. « Je suis désolé, Violet, » dit Jason d'une voix basse, essoufflée par la pluie. Brian m'a demandé de t'apporter des documents qu'il avait oubliés. Il a dit que c'était urgent. Je n'ai pas pu bouger un instant. Une rafale de vent a fait frissonner Jason. Je me suis écartée pour le laisser entrer. Je vais te chercher une serviette pour te sécher, ai-je dit de ma voix. Jason a murmuré, merci, ses yeux ont parcouru mon visage brièvement, comme s'il remarquait les traces de larmes encore visibles. Dans la cuisine lumineuse, Jason s'est assis, les mains serrées autour de la tasse chaude que je lui avais donnée. L'odeur de la tisane à la camomille flottait dans le silence. Je me suis assise en face de lui, sentant le vide autour de moi comme un mur invisible. « Tu vas bien ?» a demandé Jason doucement, son regard si doux que j'avais oublié qu'il pouvait l'être. J'ai esquissé un léger sourire. « Qu'en penses-tu ?» Le silence. Seul le bruit de la pluie qui frappait le cadre de la fenêtre. J'ai tout raconté à Jason, non pas par pitié, mais parce qu'à cet instant, j'avais besoin de quelqu'un pour m'écouter. Je lui ai parlé des mois de désir d'enfant, des chagrins d'amour répétés, de l'éloignement grandissant. Brian. Jason ne m'a pas interrompu. Il est resté assis là, les yeux fixés sur moi, écoutant chaque mot comme si ce que je disais comptait plus que tout. La bouteille de vin a finalement été ouverte. 2 verres ont trinqué doucement dans la nuit orageuse. Le léger bourdonnement a allégé le poids sur ma poitrine. Quand j'ai fondu en larmes, Jason n'a rien dit. Il a juste posé sa main sur la mienne et cette chaleur m'a envahi, me rendant incapable de la lâcher. À cet instant, j'étais vulnérable. Un doux contact s'est transformé en étreinte. Une étreinte s'est transformée en baiser. Et à partir de là, toutes les frontières se sont effondrées. Juste une nuit, une seule nuit. Et nous avons juré que cela resterait toujours un secret. Le lendemain matin, Jason est parti au lever du soleil, sans rien dire de plus que des excuses discrètes. Et je me suis dit que j'oublierais. J'ai essayé d'oublier. Mais 2 semaines plus tard, le test de grossesse a montré 2 lignes nettes, plus foncées que jamais. J'ai été stupéfaite par le résultat. J'étais certaine que ce bébé ne pouvait pas être celui de Brian. Il n'y avait eu aucune intimité entre nous depuis longtemps. Des mois. J'avais envisagé de le dire à Brian, de lui faire croire que c'était un miracle, ce que nous avions espéré toutes ces années. Mais découvrir la vérité sur lui et Megan a anéanti tous mes projets. Comment laisser mon enfant grandir dans une famille bâtie sur le mensonge et la tromperie? Comment lier ce bébé à un réseau de vœux qui ne signifiait plus rien? Devant le miroir, je me suis regardée, pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment vu la femme que j'étais devenue, plus forte que je ne le pensais, plus lucide que je ne l'espérais. Et je savais que je devais faire ce qui était juste. Pas seulement pour moi, mais pour la petite vie qui grandissait en moi chaque jour. Mais qu'est-ce qui était juste? Je l'ignorais encore. Je savais seulement que je ne laisserais plus jamais Brian ni personne d'autre décider de mon sort et de celui de mon enfant. Après une nuit blanche à la lueur de l'écran de mon ordinateur, j'ai compris qu'il me fallait y voir plus clair avant d'affronter Brian ou Megan. Le lendemain matin, lorsque Brian a quitté la maison sous l'excuse habituelle d'un possible retard à la réunion avec le directeur régional, j'ai simplement hoché la tête sans poser de questions. Quoi qu'il en soit. En vérité, je savais qu'il n'irait pas au bureau. J'avais discrètement installé un traceur sur son téléphone plus tôt. J'ai appelé Maître Robert, l'avocat de longue date de la famille de Brian. C'est lui qui avait personnellement supervisé la signature de notre contrat de mariage il y a 6 ans. Violette, ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Quelque chose ne va pas? Sa voix était calme, expérimentée, mais gentille. J'ai besoin de te voir tout de suite.
C'est à propos du contrat de mariage entre Brian et moi. Je ne peux pas en parler au téléphone, ai-je dit d'une voix aussi calme que possible. D'accord, je m'arrange. Peux-tu me retrouver à mon bureau dans 1 heure? Le bureau de maître Robert se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville de Charlotte. Ses murs en bois sombre et ses étagères du sol au plafond donnaient à l'endroit une étrange sensation de somnolence. Il m'a invité à m'asseoir, une pointe d'inquiétude dans les yeux à la vue de mon visage. Violette, que s'est-il passé? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dis-moi, la clause sur le partage des biens est-elle valable si Brian viole-t-il les engagements du mariage? Il hocha fermement la tête. Ils sont intacts. Si Brian commet une infidélité, il perd tous ses droits sur les biens communs, y compris sa participation dans l'entreprise familiale, ses biens immobiliers et tout investissement conjoint. Ces biens seraient à toi. Je suis restée silencieuse, puis j'ai pris une grande inspiration. Encore une chose. J'ai besoin que tu éclaircisses quelque chose. Y a-t-il quelque chose dans le contrat qui me concerne si, par des circonstances imprévues, je tombe enceinte de quelqu'un d'autre? Monsieur Robert fronça légèrement les sourcils et se recula légèrement. Je me souviens bien de cet accord, Violet. Il portait sur les biens et les obligations financières en cas de trahison, et plus précisément d'infidélité, de l'une ou l'autre des parties, entraînant la perte des droits de propriété. Rien dans ce contrat ne punit ou ne restreint une épouse qui tombe enceinte de quelqu'un d'autre. À moins qu'il n'y ait des preuves qu'elle ait intentionnellement comploté pour nuire financièrement au mari ou à l'honneur de la famille, ce que tu demandes n'est pas couvert par cet accord. J'ai expiré, me sentant un peu plus à l'aise. Je te pose la question parce que je veux que tout soit clair avant toute chose. Ce qui suit est utilisé contre moi. Monsieur Robert m'a étudié quelques secondes, puis a hoché la tête, la voix s'adoucissant. Violette, je ne sais pas exactement à quoi tu fais face. Mais tu es intelligente et prudente. Si tu as besoin de plus ou si tu souhaites que je te représente, appelle-moi. Merci, Robert. Je te recontacterai bientôt. En sortant du cabinet de l'avocat, je me suis arrêtée sur le trottoir, observant le flot de voitures passer. Dans mon esprit, tout devenait plus clair. Brian pensait peut-être avoir le contrôle, croire que ses promesses et ses rencontres secrètes n'avaient laissé aucune trace. Mais il ignorait que le contrat même que ses parents nous avaient forcés à signer avant le mariage était désormais mon bouclier. Et surtout, j'étais certaine que ma grossesse, même si le bébé n'était pas de Brian, ne violait aucune clause de ce contrat. Je n'avais manqué à aucune obligation financière, causé aucune perte de biens, ni porté atteinte à l'honneur de la famille, au sens défini par l'accord. J'étais juste une femme blessée, essayant de se protéger et de protéger les autres. Je me suis dirigée vers la voiture qui m'attendait, un peu plus légère, mais consciente que le vrai combat ne faisait que commencer. Il était temps pour moi de rencontrer Megan et de lui montrer que tout le monde n'était pas aussi facile à vaincre qu'on le pensait. J'ai convenu d'un rendez-vous avec Megan le samedi matin dans un café au coin de Franklin Street, un endroit suffisamment fréquenté pour que personne ne le remarque, mais suffisamment calme pour que nos paroles ne se perdent pas dans le bruit. Je suis arrivée 15 minutes en avance, choisissant une table dans un coin, dos au mur, d'où je pouvais observer l'ensemble du café et la grande porte vitrée donnant sur la rue. La tisane devant moi était encore chaude lorsque Megan est entrée. Elle ne portait pas son maquillage habituel et ses cheveux bruns, normalement bouclés, étaient détachés et naturels. Megan a balayé la pièce du regard, puis s'est posée sur moi. Il y a eu une brève hésitation. Puis elle s'est approchée rapidement et s'est assise en face de moi. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, a commencé Megan d'une voix plus douce que je ne l'aurais cru. Je suis restée calme. Je pensais que nous devrions nous parler face à face. Pour une fois, plutôt que par message secret. Megan baissa la tête, les mains jointes, les doigts légèrement tordus. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi, mais je ne peux plus reculer. J'aime Brian, et il m'aime aussi. Il m'a dit que votre mariage était mort depuis longtemps. J'ai pris une grande inspiration, les yeux fixés sur les siens. Et que veux-tu de moi, Megan? J'espère juste que tu comprends. Je ne suis pas une voleuse. Je veux que Brian soit heureux, et je te crois. Tu mérites aussi quelqu'un qui t'aime vraiment. Elle leva les yeux brillants.
Je souris faiblement. Alors, tu espères que je m'écarte pour que vous puissiez être ensemble plus facilement? Elle hésita, puis hocha légèrement la tête. Je posai la main sur mon sac, en sortis une fine chemise et la posai sur la table entre nous. Megan, es-tu au courant du contrat de mariage que Brian et moi avons signé? Ses yeux brillèrent de confusion. Je ne suis pas vraiment sûre. Brian n'en a jamais parlé. Alors laisse-moi. Sois clair, commençai-je d'une voix ferme, comme si chaque mot était gravé sur la table en bois. Ce contrat contient une clause dont Brian ne s'est jamais soucié, pensant qu'elle n'entrerait jamais en jeu. Malheureusement pour lui, ce moment est venu. La clause stipule, si Brian commet l'adultère, il perd tous ses droits sur nos biens communs. Sa participation dans l'entreprise familiale, nos biens communs, nos comptes d'investissement, tout devient mien. Le visage de Megan pâlit. Bion ne peut pas. Lui, si. Et il l'a signé. Je l'interrompis, le regard fixé sur son visage qui changeait. Sais-tu pourquoi les parents de Brian ont insisté sur cette clause? Parce que l'honneur de la famille compte plus que tout pour eux. Et si cela est révélé, je pense que tu es assez intelligente pour comprendre que les conséquences ne s'arrêteront pas au seul bien. Elle se tut, le regard perdu dans le vague. Je voyais ses lèvres trembler, même si elle essayait de garder son sang-froid. Megan, tu dis que tu aimes Brian? Si c'est vrai, c'est ta seule chance de le prouver. Va-t'en. Pars discrètement, sans causer plus de tort, sans vous laissant une trace. Vous essayez de me forcer? La voix de Megan s'est essoufflée. Je ne vous force pas. Je vous donne le choix. J'ai insisté sur chaque mot en la regardant droit dans les yeux. 1. Disparaît de la vie de Brian aujourd'hui. Bureau de transfert. Coupe tout contact. 2. J'apporte toutes les preuves au tribunal. Et crois-moi, Megan, j'ai déjà rassemblé tout ce dont j'ai besoin. Elle a baissé la tête, les mains serrées jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je suis transférée. Je m'en vais. C'est la bonne décision. Tandis que je me levais, Megan a appelé doucement. Violet, je suis désolée. Je me suis arrêtée, mon regard s'adoucissant brièvement. Garde ses excuses pour Brian, car au final, c'est lui qui me doit vraiment des réponses. Je suis sortie du café, le froid matinal me frappant le visage, me laissant étrangement lucide. Il n'y avait aucun sentiment de triomphe en moi, seulement une détermination ferme et tranquille. La première bataille était gagnée, mais je savais que la guerre à venir serait longue, et maintenant j'étais prête à affronter la situation. Brian rentra un soir de semaine, sous une pluie fine, typique du début de l'automne, à Charlotte. Les phares de la voiture éclairèrent la vitre un instant. Puis le salon replongea dans une douce pénombre. Je m'assis sur le canapé, un magazine à la main, même si je ne parvenais pas à me concentrer sur un seul mot, sachant que ce soir serait différent. Il entra, son manteau taché de pluie. Brian avait l'air fatigué, mais ses yeux exprimaient une émotion que je n'avais pas vue depuis si longtemps. Ni de la culpabilité, ni de la dissimulation, mais de la nervosité. Violette, commença-t-il, assis à côté de moi, d'une voix plus douce que d'habitude. J'ai quelque chose à te dire. Je posai doucement le magazine sur la table. Je t'écoute. Brian prit une grande inspiration, puis parla rapidement, comme s'il craignait de perdre courage. On vient de me proposer un nouveau poste, directeur régional à Londres, travaillant directement avec l'équipe de stratégie mondiale. C'est une opportunité dont je n'avais même pas rêvé. Je ne le quittais pas des yeux. Alors pourquoi as-tu l'air si anxieux en me le disant? Parce que c'est arrivé. Dans un moment compliqué, admit Brian en détournant le regard. Je sais qu'il y a eu tellement de tensions entre nous. Mais je pensais que si nous partions d'ici, que nous recommencions quelque part, peut-être que les choses s'amélioreraient. Je veux me racheter, Violet. Vraiment. J'écoutais chaque mot, ne ressentant qu'une amertume grandissant en moi. Fais-moi pardon. Après tout ce qu'il avait fait, après toutes ces nuits de solitude que j'avais endurées. Après chaque regard de pitié ou de reproche que je recevais de sa mère, de sa famille. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Combien de temps as-tu pour leur répondre, demandai-je d'une voix toujours calme.
D'ici la fin de la semaine, ils veulent qu'on déménage dans les 3 semaines. 3 semaines? Tellement vite que c'en était étouffant. Brienne me prit la main. Je sais que c'est soudain, mais crois-moi. Je ferai tout pour te rendre heureuse à nouveau. J'y ai tellement réfléchi. J'avais tort. J'ai laissé le travail et la pression m'éloigner de toi. Londres sera notre chance de nous retrouver. Je retirai doucement ma main. J'ai besoin de temps pour réfléchir, acquiesça-t-il doucement, les yeux brillants d'espoir. Je comprends, mais pense à notre avenir, Violet. Je te promets plus de secrets, plus d'erreurs. Quand Brian monta faire ses valises pour son court voyage d'affaires à New York le lendemain, je restais en bas. La pièce ne résonnait que du tic-tac de l'horloge et du léger clapotis de la pluie sur le toit de la véranda. Je savais que j'accepterais, mais pas parce que je croyais à ses promesses. Pas parce que j'espérais un mariage encore sauve. J'acceptais parce que Londres me donnerait la chance d'obtenir la signature de Brian sur chaque document dont j'avais besoin. Un nouveau pays, un nouvel environnement où il n'aurait plus son réseau familier pour se cacher ou s'échapper. Et surtout, mon enfant aurait un avenir sûr, légitime et sécurisé. 2 jours plus tard, quand Brian revint de New York, je l'accueillis avec un doux sourire. J'avais bien réfléchi. Si c'est vraiment ce que tu veux, je t'accompagne. Brian me serra fort la main, les yeux brillants de soulagement. Merci, Violet. Je ne te décevrai plus. Je te le promets. Promis. Combien de fois l'avait-il promis? Mais cette fois, je n'étais pas la femme assise à attendre, espérant que ces mots signifient quelque chose. Cette fois, c'était moi qui contrôlais. Et Brian, il ignorait que chaque signature qu'il donnerait dans les semaines à venir serait exactement ce dont j'avais besoin pour construire le bouclier pour moi et mon enfant. La veille de la signature du contrat avec la nouvelle entreprise, Brian était assis avec moi dans le salon. La douce lumière jaune réchauffait les traits que j'avais autrefois tant aimés. Il me prit la main, la pressant contre sa joue. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Laisse-moi me racheter. Peux-tu le faire? Je le regardais, mon sourire toujours doux. J'espère que tu le pourras, Brian. Pour moi et pour le bébé. Il ne réalisait pas à quel point j'avais donné une signification particulière au bébé. Brian me regarda simplement, les yeux brillants d'espoir, ignorant que tout avait déjà changé. Le vol pour Londres dura près de 9 heures, et pendant tout ce temps, Brian me tenait la main comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Ses yeux brillaient de la croyance naïve que je lui avais pardonnée, que je partais avec lui parce que je l'aimais encore, que j'espérais encore. Je lui souris simplement doucement pour le rassurer. Mais en vérité, je n'avais qu'un seul objectif en tête, assurer l'avenir de mon enfant et m'assurer que Brian ne puisse plus rien détruire. Avant de quitter Charlotte, j'ai retrouvé Jason. Nous nous sommes assis dans un petit café au bord de la rivière, où personne ne savait qui nous étions. Personne ne se souciait de notre conversation. Je ne peux pas laisser Brian se douter de quoi que ce soit, Jason, dis-je fermement. Il nous faut du temps. J'ai besoin que tu gardes le silence. Après la naissance du bébé, une fois tous les documents financiers et juridiques en place, je dirai la vérité à Brian. Jason m'a regardé un long moment, les yeux emplis d'inquiétude et de tristesse. Violet, je ferai tout ce que tu voudras. Mais es-tu sûre de pouvoir endurer ça aussi longtemps? Je ne supporte pas, ai-je répondu. Je me prépare. Chaque jour, je suis aux côtés de Brian. Chaque signature qu'il appose sur les documents que je demande est un pas de plus vers la liberté. Jason m'a serré la main pour me rassurer. Pour toi et pour le bébé. Londres nous a accueillis par une matinée fraîche et brumeuse. Brian avait loué une maison de ville à Kensington. Chère, luxueuse, et parfaite pour l'image de famille heureuse qu'il cherchait à créer. Il est devenu le mari modèle de manière spectaculaire, m'emmenant en promenade tous les matins, décorant lui-même la chambre d'enfant, s'enquérant de ma santé avec la plus grande attention chaque jour. Aux yeux de tous, nous ressemblions au couple parfait se préparant à accueillir un enfant, plein d'amour et de renouveau. Ce que Brian ignorait, c'est que j'avais discrètement demandé à un avocat de m'aider à établir les documents de copropriété pour les biens, les comptes bancaires et les propriétés qu'il avait achetés en Angleterre.
Brian n'a pas hésité à signer. Je veux juste que tu vois que je change, m'a dit Brian un jour en signant le document transférant une partie d'un compte d'investissement. Je veux que tu me fasses à nouveau confiance. Je le sais et j'en suis reconnaissant. Mais la confiance était morte depuis longtemps. La vie à Londres se déroulait presque parfaitement en surface. J'ai suivi des cours de yoga prénatal, me suis promené dans Hyde Park, me suis adapté au rythme de vie ici. Brian était occupé par son nouveau travail, avec des dîners clients, des réunions tardives, et puis tout a commencé à se répéter, comme je l'avais prédit. Un soir, alors que Brian annonçait qu'il devait travailler tard, je me suis assise seule dans le salon à regarder les lampadaires se brouiller sous la pluie. Mon téléphone indiquait qu'il n'était pas au bureau, mais dans un hôtel de luxe du centre-ville. Mon cœur n'était plus aussi serré que la première fois. Il y avait juste une sensation de froid, comme si une partie de moi connaissait déjà trop bien ce scénario. Une semaine plus tard, alors que Brian était en voyage d'affaires à Manchester, j'ai trouvé un petit coffret cadeau laissé sur son bureau, non encore caché. Un flacon de parfum pour femme avec une carte manuscrite pour notre première nuit ensemble, signée par Claire, la nouvelle collègue du bureau londonien qu'il avait fièrement présentée lors d'une fête d'entreprise. J'ai fermé les yeux, le cœur aussi calme qu'un lac paisible. J'ai scanné la carte, photographié le coffret cadeau et les ai rangés avec tous les documents que j'avais discrètement rassemblés au cours des derniers mois. Courriel, faux agenda de réunion, relevé de cartes de crédit. Chaque élément dont j'avais besoin pour que, le moment venu, la vérité soit complète. Le soir où Brian est rentré de Manchester, il portait encore son masque de portage. Je t'ai apporté du chocolat de l'aéroport. Je sais que tu as envie de sucreries. Je l'ai accepté en souriant. Merci. J'ai préparé des papiers pour le compte du bébé, les actifs. Pourrais-tu les consulter pour moi? Bien sûr, a-t-il dit sans méfiance. Et avec une autre signature, j'ai fait un pas de plus vers la liberté. Durant les derniers mois de ma grossesse à Londres, j'avais presque tout préparé pour mon projet. Chaque bien que Brian avait acheté ici, de la maison de ville où nous vivions au compte d'investissement et aux assurances, était à mon nom en tant que copropriétaire. Chaque signature de Brian était un pas de plus vers la liberté que j'avais recherchée en catimini pendant des mois. Je continuais à surveiller Brian, silencieuse comme une ombre. L'application de suivi sur son téléphone, les emails auxquels j'accédais secrètement via notre ancien compte partagé, les relevés de cartes de crédit auxquels il n'aurait jamais cru que je prêterais attention. Chaque nouvelle preuve de la liaison de Brian avec Claire, la collègue dont il parlait encore fièrement lors des dîners d'entreprise, me tombait entre les mains. Des photos de Brian et Claire dînant dans un restaurant 5 étoiles. Des emails organisant des réunions d'hôtel le week-end avec des objets suggestifs. Des relevés indiquant des frais pour des cadeaux offerts à Claire. J'ai tout sauvegardé sur un disque dur crypté avec une sauvegarde dans le cloud protégé par un mot de passe que je suis seule à connaître. Mais je n'avais pas fini. Un élément clé de mon plan, l'assurance dont je m'étais convaincue, était la confession de Meghan. Avant de quitter Charlotte, Meghan avait signé un document confirmant l'intégralité de la liaison entre elle et Brian. À l'époque, j'avais fait témoigner un avocat sous prétexte de régler d'éventuels malentendus en cas de litiges patrimoniaux. Meghan avait eu trop peur pour refuser. Ce document m'a accompagné à Londres, conservé en lieu sûr dans le coffre-fort de notre maison. Ce soir-là, Brian est rentré plus tard que d'habitude. Un étrange parfum flottait autour de lui lorsqu'il s'est penché pour m'embrasser le front. Je l'ai regardé, lui, et souri doucement, comme toujours. Réunion d'urgence, m'a-t-il expliqué en ôtant son manteau. Je suis désolé pour le retard. Ce n'est rien, ai-je répondu sans quitter son visage des yeux. Ce soir-là, alors qu'il dormait profondément, j'ai ouvert mon ordinateur portable et finalisé le dossier de divorce que j'avais préparé pendant des mois. Les preuves de la liaison de Brian avec Claire, les aveux écrits de Meghan, les titres de propriété à mon nom. Tout était soigneusement organisé, prêt à être remis à l'avocat à tout moment. J'ai imprimé 2 copies du dossier. J'en ai conservé une au coffre-fort, et j'ai envoyé l'autre en toute sécurité à l'avocat à Londres. En cas de problème, ce dossier serait directement transmis au tribunal et aux médias. 3 jours plus tard, Brian a annoncé qu'il devait passer la nuit à Birmingham pour son travail.
J'ai hoché la tête, lui ai souhaité un bon voyage et ai discrètement ouvert l'application de suivi. La destination de Brian n'était pas Birmingham, mais un hôtel de luxe en plein centre de Londres. J'ai appelé l'avocat. Je suis prêt. Commençons la procédure. Êtes-vous sûr, Violet, a-t-il répété, même si je savais qu'il pressentait déjà la réponse. Je suis sûr que ce soir-là, Londres était enveloppée par la première chute de neige de la saison. Des flocons blancs flottaient latéralement dans le vent froid, recouvrant d'une fine couche les toits, les trottoirs et les vitres tremblantes. J'étais assis dans le salon, la douce lumière jaune du lampadaire éclairant le dossier posé sur la table devant moi. Tout était prêt. J'attendais juste que Brian fasse son numéro habituel une dernière fois. Les pas de Brian résonnèrent dans l'escalier tandis qu'il descendait, enfilant son manteau et ajustant sa cravate devant le miroir près de l'entrée. En me voyant assis là, il parut surpris, mais retrouva rapidement son assurance. « Je croyais que tu dormais. »« Pourquoi es-tu encore debout ?» demanda-t-il d'un ton décontracté. « Où vas-tu en pleine nuit de neige ?» demandai-je, les yeux fixés sur lui. « Un client doit discuter de quelque chose d'urgent. »« Un projet très important, » dit-il en évitant mon regard, la main serrée sur les clés de la voiture. Je me suis levé, j'ai marché lentement jusqu'à la table et je lui ai remis le dossier. « Alors prends ça, puisque tu dois partir de toute façon. » Brian fronça les sourcils et ouvrit le dossier. Son regard parcourut chaque page. Les preuves de la liaison avec Claire, les aveux de Meghan, les documents de transfert de propriété. Ses mains tremblaient, son visage se vida de ses couleurs. « Violet, ne fais pas ça. Je t'en supplie. » Je le fixai des yeux, d'un ton ferme et clair. « Je ne ferai pas ça. Toi. Je me protège juste, moi et le bébé. » Les lèvres de Brian remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Ses mains retombèrent molles, le dossier tomba sur la table, quelques papiers en glissèrent, d'un blanc éclatant contrastant avec la lueur blanche qui filtrait par la fenêtre. « Je t'aime. Ce n'était qu'une erreur. S'il te plaît, ne détruis pas tout. » La voix de Brian résonna comme un murmure perdu dans la nuit. Je secouai doucement la tête. « Brian, tout était perdu le jour où tu as choisi la trahison. Je reprends simplement le contrôle de ma vie. » Je marquai une pause, puis le regardai droit dans les yeux pour la première fois, sans aucune crainte. « Et il y a quelque chose que tu dois savoir. L'enfant que je porte n'est pas de toi. Il est de Jason. » Reine recula comme si je l'avais giflé. « Quoi ? Tu mens. » « Je n'ai plus besoin de mentir. » Répondis-je sans quitter les siens des yeux. « J'avais prévu de te faire croire que c'était à toi. Mais après tout ce que tu as fait, je n'ai plus besoin de garder de secret. Je n'ai pas fait tout ça pour me venger. Je l'ai fait pour protéger mon enfant, pour me protéger moi-même. » Brian s'est effondré sur la chaise, les mains sur la tête, le corps tremblant dans la pièce autrefois chaleureuse, mais maintenant pleine de vide. Dehors, une voiture s'est arrêtée. Jason est entré, son regard s'est posé brièvement sur Brian avant de se poser sur moi, empli d'inquiétude. « Tu vas bien ?» a demandé Jason doucement, comme s'il avait peur de rompre ce lourd silence. J'ai inspiré profondément, ma main posée sur mon ventre, sentant le battement puissant de la petite vie en moi. « Je vais bien. Il est temps pour nous de tourner la page. » Jason s'est approché et s'est tenu à côté de moi. Brian nous a regardés, le regard vide, puis a baissé la tête sans ajouter un mot. 2 semaines plus tard, par une matinée fraîche, j'ai donné naissance à une fille dans un petit hôpital de la banlieue de Londres. Jason est resté à mes côtés tout le temps, sa main serrant la mienne, ses yeux suivant chacun de mes mouvements, chacune de mes respirations. Lorsque les premiers cris de notre bébé ont retenti, j'ai senti mes propres larmes couler. Non pas des larmes de douleur ou de ressentiment, mais des larmes de délivrance, du pur bonheur auquel j'avais tant aspiré. Jason nous serrait contre lui en murmurant « C'est fini maintenant. Tu as réussi, Violet. » Mon regard allait de ma fille à Jason. Mon cœur était en paix. Plus de colère, plus de fardeau. Juste moi, une femme libre, maîtresse de sa vie, et un enfant que je protégerais de toutes mes forces. Ryan a quitté Londres peu après, emportant avec lui les ruines qu'il avait créées.
Et j'ai commencé un nouveau chapitre, un chapitre de force, de liberté et d'amour véritable, l'amour pour mon enfant et pour moi-même. Avec le recul, je ne ressens ni amertume ni haine. Toute cette douleur, cette trahison et ces nuits de solitude m'ont appris à me relever, à être plus forte et à me protéger, moi et ma petite fille. Je comprends maintenant que la vengeance n'apporte pas la paix. Seuls les bons choix et le courage d'affronter la vérité m'ont donné une véritable liberté. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir pris ma vie en main, d'avoir construit un nouveau foyer de mes propres mains et de mes propres forces. Que pensez-vous de l'histoire de Violet et de ses choix? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres histoires de familles pleines de sens, d'émotions et de réalité.